je vais vous parler un petit peu d'innovation. Alors Pierrick l'a fait, je ne sais pas si certains sont allés, je ne sais plus exactement à quelle heure, mais voir une autre conférence sur l'innovation. Cette conférence-ci, ce quickie s'appelle Anatomie de l'innovation, parce qu'en fait on va parler anatomie et innovation. Vous allez comprendre assez vite. Brièvement, ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Alors, comme Constantin ce matin, mais moi je fais partie de la chaîne Scrum Life. Ceci dit, je me décris un petit peu plus comme étant un papy de l'agilité, parce qu'en 2010, j'avais lancé le blog coachagile.com qui avait drainé pas mal de monde à une époque. Et j'ai marqué plusieurs hobbies ici, spéléologie, escalade, etc. Vous allez comprendre pourquoi. Dans ma main, j'ai dit que j'étais... Alors j'ai fait un bac plus 6 2 fois, mais j'ai pas de PhD, je suis pas docteur, je suis encore moins médecin. Je vous en parle là parce qu'on va parler anatomie. Alors la conférence est sérieuse, hein. J'ai été sourcé, j'ai été voir d'anciens collègues qui, eux, sont devenus chercheurs, médecins, etc., pour pas vous raconter des bêtises. Et je tiens à vous faire un disclaimer, hein, ce que je vais vous raconter, il y a un consensus justement scientifique sur des choses que je vais raconter. Maintenant, si après la conf, vous allez gratter plus, vous allez trouver des informations plus subtiles, qui rentrent plus dans le détail, mais qui n'infirment pas ce que je vais présenter maintenant. Mais c'est vraiment une première étape sur ce que j'appelle l'anatomie de l'innovation. Pour continuer un petit peu, pourquoi est-ce que j'ai fait cette petite conf que j'ai coupée pour qu'elle tienne en 20 minutes? J'espère que le coupage n'est pas trop brutal, on va le voir, c'est une première. C'est parce que dans ma vie d'accompagnateur agile, j'ai travaillé pour plein de groupes médias. Alors en l'occurrence, je ne vais pas donner de marque, mais c'est ceux que vous avez quand vous appuyez sur le 1, le 4 ou le 6 de votre télécommande. J'ai fait aussi tous les télécoms français. Alors je peux les citer, hein, mais Bouygues, SFR, Free, Orange, etc. Et j'en avais marre des copier-coller. Je m'explique. J'ai vécu un nombre incalculable de fois une scène que je ne vais pas mimer ici, mais avec grosso modo le DG d'une boîte, allez, je vais dire le DG de Bouygues, qui vient et qui dit « Hey SFR, ils viennent de sortir un nouveau service, vous avez 2 semaines pour proposer la même chose. » Puis moi je faisais ça, 2 ans après je change de boîte, je vais chez, je sais pas moi, Orange, et je vois exactement la même scène, et que des trucs qui se copiaient, alors avec... SFR qui copie Bouygues, qui copie Orange, qui copie SFR, etc. Et ça tournait, c'était une boucle. Et du coup, je me suis dit, mais on doit pouvoir sortir de ça. Et comment faire? C'est ce que je vais un petit peu essayer de voir ici. Juste pour appuyer ce que je viens de raconter, à main levée, s'il y a plein de mains qui se lèvent, tant mieux, mais est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un truc, une fonctionnalité, un service, qui ne trouvent que chez quelqu'un qui le propose et pas à la concurrence? Vous avez des exemples comme ça? Vous pouvez lever la main, hein, vraiment. Je cherche ça. Je viendrai te voir après. Il y a eu une main levée. Bon, c'est juste pour dire, voilà, généralement on se copie tous beaucoup. Pour ma part, j'ai participé à 2 trucs que je vais évoquer ici. C'est juste pour la casquette un brin légitime sur l'innovation. J'ai travaillé indirectement et directement sur des workshops qui sont arrivés à ça. Alors, c'est pas fou, mais je sais pas si vous connaissez la marque Monoprix, ça je suppose que vous la connaissez. Mais à une époque, on nous avait demandé, faites un panneau publicitaire révolutionnaire, qui est vraiment innovant. Et franchement, si je vous avais posé la question avant de mettre ça, c'est difficile de se dire qu'est-ce qui est différent d'un panneau. Je vais mettre des images qui défilent, des trucs comme ça. Et Monoprix avait à l'époque le slogan « Bye bye la grisaille » et dans l'atelier de conception, il s'était dit « Ah, ça serait super d'avoir un arc-en-ciel qui sort du panneau. » Bim, c'est fait. C'était un panneau qui stockait la rosée. Quand il y avait des grains de soleil, ça diffusait une petite brume et il y avait un arc-en-ciel. L'autre petite innovation, qui n'est pas restée très longtemps, mais peut-être que vous l'aviez eue, et ça, j'en rigole encore, elle n'a pas duré longtemps et j'en suis un peu responsable. C'était quand on passait en caisse, vous savez, les bip-bip, quand on achète des produits, on trouvait ça un peu nul, et on avait mis des bruits qui correspondaient aux produits qu'on achetait. Si vous achetez des œufs, ça faisait bip-bip, ça faisait des piou-piou-piou-piou, bref, comme ça. C'est pas resté très longtemps parce qu'il y avait plein de gens qui achetaient des produits type préservatif pour voir si... si ça faisait des bruits, et en fait on avait laissé des bips basiques pour ça, et du coup comme ils étaient déçus, après ils les redonnaient, c'était juste pour tester ça, donc voilà, bref. Bref, Henry Sheet,
on va dire, petites innovations-là, quand je le raconte, souvent on me dit c'est quoi la recette magique pour innover? Et du coup, c'est ce que je vais vous partager il me reste 15-16 minutes. La première chose que je voulais vous dire, c'est innover, c'est pas un métier. Alors attention, on peut être directeur artistique, on peut être styliste, etc. Mais je connais, il existe des formations pour devenir, finalement, des formations académiques pour apprendre à innover. Elles existent. Moi, personnellement, si je veux faire un jugement dessus, je les trouve un peu nuls. Gros jugement. Je pense pas qu'on peut apprendre à quelqu'un à innover. Par contre, on peut muscler l'innovation de quelqu'un. Et c'est ce que je vais vous décrire maintenant. Alors, encore une fois, un consensus scientifique sur ce que je vais vous décrire là. Bon, là, c'est ce que j'ai dans ma tête. Un cerveau, un peu comme tout le monde. Et, alors encore une fois, je le répète, consensus scientifique, mais si vous allez plus loin, vous allez trouver plein de trucs beaucoup plus intelligents que ce que je vais raconter là. Bon, j'ai un cerveau ici, taille 1-1. On a tous à peu près le même. Et alors là, je ne vais pas lâcher le micro, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une information qu'on perçoit, un intrant, ça rentre dans le lobe occipital, l'arrière du cerveau que je touche avec le pouce là. Et ensuite, cette information-là, elle va transiter dans le cerveau jusqu'au lobe frontal, qui est ici, tout de l'autre côté. Et en transitant dans le cerveau, ce qui va passer, c'est que cette information-là, elle va se combiner avec toutes les expériences qu'on a pu vivre dans sa vie, expériences, je sais pas moi, de sport, jeux d'enfant, expériences amoureuses, bref, tout ce que vous avez vécu, et ça va nous dire quoi faire de cette information. Et du coup, vous commencez à voir le truc, mais quand on a un petit cerveau, par exemple un oiseau, la combinatoire potentielle des choses qu'il va faire avec une information, elle est plus petite. On pourra même parler des cachalots qui ont un énorme cerveau, etc., mais ça c'est après. Par exemple, un oiseau, s'il veut de la nourriture, il va se dire, ok, je peux la manger, peut-être à distribuer s'il a des oisillons à nourrir, ou pourquoi pas la stocker. Nous, en tant qu'humains, on a simplement une distance 10, 15, 20 cm de plus dans le cerveau, et cette information-là, elle va se combiner avec plein d'autres choses. J'ai un exemple concret que je vous me donne après. Par exemple, quand on voit de la nourriture, on peut la manger, la cuisiner, pourquoi pas essayer de communiquer? Si ça vous plaît pas, vous pourriez me jeter des tomates sur la tête, c'est de la nourriture, etc. La transformer, je sais pas, les citrouilles d'Halloween, faire de l'art, des colliers de nouilles, bref, on est plus innovant. Donc c'est quelques centimètres de distance en plus de l'information qui transite dans le cerveau, font qu'on peut plus facilement innover. Petite chose que je voulais vous raconter, la directrice, c'est une directrice du département des nanotechnologies chez Google, elle était arrivée sur son lieu de travail, elle avait été fraîchement embauchée, et aucune des machines qui lui permettaient de bosser tout simplement, alors je ne suis pas du tout spécialiste des nanotechnologies, mais n'était présente dans son labo. Et plutôt que de se tourner les pouces pendant 4-5 mois en se disant on attend que les machines arrivent, elle a fait appel à sa mémoire et à un jeu d'enfant. Alors il y a une vidéo, mais je ne vais pas vous la mettre là, mais vous connaissez le plastique dingue ou le plastique foufou, je sais pas quoi. Ceux qui sont quarantenaires comme moi, parce que c'est moins à la mode en ce moment, mais il y a un jeu d'enfant sur lequel on prend une feuille de plastique, on dessine des trucs, on la met au four et elle rétrécit x 10 quoi. Et alors, je connais pas le nom scientifique, mais ce plastique dingue, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver vraiment qu'est-ce que c'est, les composants, etc. Grosso modo, on peut réduire x 100, x 1000 les choses qu'on fait. Et donc elle s'est dit, plutôt que de peindre, si je mets par exemple du métal dans ma peinture, je dessine un circuit imprimé, je mets là-dessus et ça rétrécit et ça marche. Et du coup, comme ça, Google a trouvé une manière de faire des nanotechnologies beaucoup moins chères et beaucoup plus efficaces que ce qui se faisait avec des machines ultra complexes à l'époque. Et ça, alors je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais cette femme l'a trouvé parce qu'elle avait fait ce jeu avec son pinceau à cette époque-là, et elle s'en est souvenue. Et donc la première leçon, si je puis dire, à retenir dans l'innovation, c'est que pour bien innover, c'est tout bête, mais il faut vraiment multiplier les expériences de vie. En faire plein de trucs. Moi, je fais plein de trucs. J'ai mis un truc qui a l'air compliqué. Vous avez déjà vu cette représentation? Ok. Je la fais rapidement. Chaque ligne, elle est composée de 52 cases. 52 cases comme 52 semaines. Et du coup, vous avez 90 lignes, donc ça représente votre vie.
Vous pouvez vous situer, hein, moi, comme je le disais, j'ai presque 40 ans. Grosso modo, je suis ici, il me reste ça. Et là où c'est un peu terrible, alors, je le caricature, je lis un peu plus que ça, pas beaucoup plus, mais si je lis, je sais pas moi, 3 livres par an, je veux dire, bah je peux colorier 3 cases ici, je me dis ok, sur ce qui me reste, il me reste quoi, 120 livres à lire avant que je parte, si je meurs à 90 ans, bref. Mais pourquoi je dis ça, c'est que j'aime bien cette représentation-là, parce que ça permet de visualiser le nombre d'expériences différentes qu'on peut tenter, et puis aussi de se dire que, du coup, bon, on n'en a pas beaucoup, il faut en faire plein. Et l'autre chose que j'aime bien, et ça c'est un effet de bord, si je puis dire, à cette conférence, c'est que le cerveau se rappelle beaucoup mieux des nouvelles expériences qu'il fait que de la routine. Et donc, en multipliant les nouvelles expériences, vous allez, petit 1, muscler votre innovation, parce que la combinatoire potentielle sera beaucoup plus grande que si vous êtes enfermé dans une routine, et en plus, vous aurez la sensation d'avoir mieux vécu et vécu plus longtemps. Bref. Et puis en sachant ça, vous vous retrouvez à faire plein de trucs un peu bêtes. Moi, tous mes week-ends, je fais des trucs, j'en parlerai un petit peu après, mais je l'ai déjà dit, spéléologie, plongée, caresser des éléphants, je l'ai fait il y a 2 week-ends. Bref, on en parlera. Excusez-moi, je suis très enrhumé, du coup, je déglutis, ça ne doit pas être super agréable. Pour continuer sur l'innovation, donc multiplier les expériences de vie, et on innove beaucoup mieux quand on est plusieurs. Alors ça va être des trucs un peu bateaux que je vais dire. Bon, je ne vais pas tenir les 2 cerveaux parce que j'ai le micro dans la main, mais très caricaturalement, une personne, on vient de voir, on a l'information qui transite de son lobe occipital jusqu'à son lobe frontal, et ça va déjà faire plein de combinatoires et nous permettre d'innover. Encore une fois, plus on a d'expérience, plus ce nombre de combinatoires va être important, plus on va être en mesure de proposer des choses différentes. Et aussi, quand on est plusieurs, imaginez plein de cerveaux les uns à la suite des autres. Alors c'est très schématique, je le concède, mais ça va augmenter la combinatoire potentielle. On est d'accord avec ça? Donc un groupe, en partant de ce que je viens de vous dire, un groupe a une capacité d'innovation beaucoup plus grande qu'un humain tout seul. C'est pour ça que je ne crois pas à la théorie des experts en innovation, parce qu'une personne seule, mécaniquement, j'allais dire, ne peut pas innover plus qu'un groupe. La deuxième chose, très bateau, mais on ne perd rien à le redire, c'est que quand, dans les grandes lignes, on a un groupe qui est mixte, enfin en tout cas quand on a des personnes différentes qui composent ce groupe-là, la capacité d'innovation, elle n'en sera que renforcée. Si par exemple, j'ai que des personnes qui proviennent du même milieu, qui ont eu la même éducation, etc., qu'on les met ensemble, dans les grandes lignes, ils auront le même vécu, c'est caricatural, et donc leur combinatoire, ça sera à peu près les mêmes. Alors que si j'ai des personnes qui ont des expériences différentes, des vies différentes, femmes, hommes, etc., la combinatoire sera beaucoup plus grande, et donc encore une fois, un groupe composé de plein d'individus qui ont tous des expériences très différentes peut beaucoup plus innover qu'une personne seule dans son coin, ou qu'un groupe où ils ont tous le même vécu. Google avait sorti une étude d'ailleurs là-dessus, vous savez, sur qu'est-ce qui fait qu'une équipe est performante. Vous vous en rappelez? Oui, je vois des hochements de tête. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là sur le côté socio-culturel, mais c'était un petit peu ça. Bon, ça c'est juste pour dire, un peu comme le Fight Club, je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière règle du Fight Club, c'est bref. Ceux qui ont la référence, vous l'avez. Encore une fois, multiplier les expériences de vie, ça renforcera vraiment votre capacité d'innovation. Mais maintenant, comment on fait? Donc on sait qu'on innove mieux en groupe, on sait que on a une combinatoire et qu'il faut multiplier les expériences, mais c'est pas pour ça qu'on sait forcément bien innover. Alors, vous connaissez tous les Innovation Games? Il y a eu un regain de mode en 2021 parce que ça a été racheté par Dean Neffingwell, ça a été racheté par Safe. ouais. Il y en a un que j'aime beaucoup, alors j'ai marqué à la mode à force d'être démodé, parce que ça fait très longtemps. Qui ne connaît pas vraiment? À main levée, certains ne connaissent pas? Oui, quand même un bon tiers. Donc Lucoman avait recensé 12 techniques d'animation d'atelier pour créer des produits différents, pas forcément créer des bons produits. Je vous les décrire en quelques minutes un, qui s'appelle Give Them a Hot Tub. Alors, cet atelier, il avait été nommé en hommage à une session qu'il avait animée lui, Lucoman,
avec les hôtels Four Seasons. Si vous le savez pas, je vous le raconte. Grosso modo, les hôtels étaient en perte de fréquentation et s'était dit, bah cool, on fait un atelier, et puis pour refaire remonter la fréquentation des hôtels, à la sortie de l'atelier, c'était dit, on va installer les piscines à côté des lobbies des hôtels. Donc quand je vais aller prendre une chambre, je vois les gens en train de s'amuser dans la piscine, je vais plus les réserver. C'est ça qui a permis de nommer, en français, donner leur un jacuzzi, le nom d'atelier. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'atelier ? Vous connaissez peut-être la logique en innovation de divergence-convergence. Oui, vous connaissez ça aussi. Le côté divergence, dans cet atelier-là, c'est il faut imaginer, donc on crée 2 groupes, et on dit à un groupe, ok, imaginez les... Attends, je regarde juste. Ça marche. Imaginez les fonctionnalités les plus délirantes possibles. Si je pense à une machine à café, par exemple, une fonctionnalité délirante, c'est pas elle se nettoie toute seule, ça c'est un peu basique. Le côté délirant, c'est je commande mon café, j'ai Georges Clooney qui arrive instantanément et qui me donne mon café en disant what else. Ça, c'est un peu délirant. Donc on va dire à un groupe, voilà, imaginez le plus de fonctionnalités délirantes possibles, aux 2 groupes, pourquoi pas, ils les formalisent sur des post-it. Puis au bout de 10 minutes, on va dire, bah voilà, groupe 1, vous donnez vos post-it au groupe 2, groupe 2, vous donnez vos post-it au groupe 1, et on va rentrer dans la phase de convergence. Et dans la phase de convergence, par exemple, on va avoir, avec mon exemple, un Georges Clooney qui... Vous connaissez les coucous suisses, ouais. Un petit Georges Clooney en plastique qui sort de la machine à café, qui dit what else en vous donnant votre café. C'est pas une fonctionnalité qui se vendrait, je suis d'accord. Mais quand vous faites ce type d'atelier, Give Them a Hot Tub, ou d'autres, des Innovation Games, sur 100 idées qui vont émerger, honnêtement il y en a 90, 95 trop disruptives ou pas exploitables, mais on va en trouver 1, 2, 3 qui peuvent aller sur le marché et qui permettent vraiment de créer un produit différent. Et après, on se retrouve à Monoprix avec, avec des œufs qui font le bruit des poules quand on veut les acheter. Bref. Mais en tout cas, encore une fois, c'est pas forcément parce que... le but, c'est pas de créer un truc qui se vend beaucoup, mais je vous rappelle que cette conf, c'était de proposer des choses différentes de la concurrence. Et puis, généralement, quand on diffère de la concurrence, on arrive à se faire une place sur le marché et à être identifié par les utilisateurs comme étant justement une boîte innovante, et ça permet, bon an mal an, de se faire un petit bout de chemin. C'était tout ce que je voulais vous raconter. On pourrait beaucoup entrer dans les détails. Une dernière chose, les cachalots, c'est souvent le contre-exemple qu'on sort. Ils ont un cerveau à peu près 6 à 8 fois plus grand que les humains. Mais la morphologie du cerveau du cachalot n'est pas du tout la même, et en fait ils ont leur lobe frontal et occipital qui sont très rapprochés. Donc c'est pas une espèce qui innove beaucoup, néanmoins c'est une espèce qui a conscience d'elle-même, etc. Bon, ils sont quand même extrêmement développés. C'était un petit aparté là-dessus. J'espère que ça vous a plu, c'était juste ça. Voilà. Multiplier les expériences de vie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il nous reste 1 minute, 2 minutes. Sinon c'est bon. Et pardon, j'ai eu très très chaud. Il y a une question. Alors, je ne sais pas si moi je suis une personne très innovante, mais généralement on me dit que je suis créatif et innovant. Je l'ai enlevé du slide parce que j'ai eu honte, mais le dernier slide, j'avais mis plein de photos, comme je te disais. Le week-end dernier, je me suis inscrit il y a quelque temps dans une association qui sauve les animaux qui sont maltraités dans les cirques. J'avais en Espagne. Et donc j'avais une photo de moi avec 2 éléphants, comme ça, bref. Le week-end encore d'avant, je faisais de la spéléologie avec des copains. Je lâche de plus en plus mon téléphone pour multiplier des expériences de vie comme ça. Ça fait que je suis très nul en tout, mais que je tente plein de trucs. Et par contre, j'ai plein d'anecdotes. Je me suis fait courir après par des singes en Thaïlande. Je suis pas allé en avion en Thaïlande. Bref, du coup, j'ai plein d'expériences. Et je pense que ça aide ma combinatoire. Mais c'est facile, oui, tu disais faire donc dans la question qui a été posée, c'est est-ce qu'il faut apprendre à faire des tartes, etc. Bah oui, si tu sais pas faire des tartes, apprends à faire des tartes. Moi, c'est une expérience que j'aimerais bien faire. Je sais faire des pizzas. Mais... Ouais. Non, mais voilà, les expériences de vie, c'est pas forcément aller sur la Lune, quoi. C'est juste des trucs que tu ne sais pas faire,
qu'il faut apprendre. Et peut-être, ça paraît basique, mais effectivement, passer moins de temps sur Twitter et aller faire ces choses-là. Alors, encore une fois, le consensus scientifique, c'est effectivement ce que la science dit, c'est que plus tu multiplies ces expériences-là, plus tu auras une grande capacité d'innovation, plus tu seras capable, en face d'une information, de proposer des choses différentes dans ce que tu peux amener. L'exemple que je mettais, c'est tu as de la nourriture, tu peux dire je la mange, mais je peux en faire de l'art, je peux en faire des colliers de nouilles, je peux faire... Bon, et ceux qui ont une très grande capacité d'innovation, tu leur donnes 2 tomates, ils te proposent 50 000 trucs à faire. Bref. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, eh ben merci. Ah oui, une dernière. Je la répéterai. Mais bon, ça marche bien. Et donc le message sous-jacent, je sais même pas si j'ai dit, c'est bien sûr, du coup tout le monde peut innover, il n'y a pas besoin de faire un cursus, ou il n'y a pas besoin, c'est pas parce qu'on a marqué qu'on est juste développeur, juste Scrum Master qu'on ne peut pas innover. Et donc n'hésitez pas à demander un cadre où vous pouvez proposer vos idées. Allez, c'est tout. Time out. Merci beaucoup.